Bienvenue dans cette dernière partie de notre entretien avec Philippe Fabry. Dans cette partie d'ouverture, vous savez que j'aime bien vous mener un peu hors des sentiers battus. Et on a décidé de vous parler d'un livre assez original que donc j'ai découvert avec Philippe Fabry. Sans doute plus populaire aux États-Unis qu'il n'est en France. Oui. Donc c'est un livre qui date des années 80 de Julian Jaynes, qui est un psychiatre, c'est bien ça, un psychiatre américain, qui s'appelle, donc la traduction française, c'est La naissance de la conscience dans l'effondrement de l'esprit bicaméral. Je vous laisse refaire la phrase dans votre tête. Et ce livre présente une thèse qui est passionnante, intrigante, qui peut susciter un fort rejet. Je vais essayer de l'expliquer très vite et simplement, et puis ensuite tu nous diras un peu ce que tu as pensé de ce livre. Julian Jaynes dit que la conscience, ce qu'on appelle la conscience, et ce qu'il appelle pour lui la capacité à narrer les événements de ce qui nous arrive, n'est pas consubstantielle à l'humanité, au sens où il a existé des humains qui n'avaient pas de conscience, et la conscience est apparue à un moment précis de l'histoire, qui date à peu près du 2e millénaire avant Jésus-Christ, je crois, dans ces voilà, zones-là. de l'effondrement systémique du XIIe siècle, en gros, à peu près là. C'est là qu'il le date. Et donc, pour lui, avant cette époque, les humains n'avaient pas de conscience comme nous, on l'appelle ainsi. Pour lui, il y avait deux formes d'humanité, c'est ce qu'il appelle... au sein de l'humain, il y avait l'esprit bicaméral, c'est-à-dire deux humains, celui qui exécute et celui qui, comme des voix de Dieu, disait... expliquer ce qui se passait, narrer ce qui se passait. Voilà. Et donc j'ai découvert ce livre en fait en suivant un petit peu tes vidéos, tu en as fait référence de temps en temps comme ça, de manière assez simple, parce que c'est une thèse qui est vraiment choquante. On a beaucoup de mal à s'imaginer une humanité non consciente, alors pour nous le propre de l'humanité c'est la conscience. Alors c'est-à-dire qu'il passe beaucoup de temps à souligner à quel point une bonne partie de ce qu'on fait n'est pas conscient. Alors, il faut savoir que moi, véritablement, la conscience c'est un sujet qui m'obsède, j'ai envie de dire. C'est-à-dire dans quelle mesure est-ce que ce qu'on fait, on le fait parce qu'on veut le faire, dans quelle mesure est-ce qu'on pense vraiment ce qu'on pense, sont des choses qui m'intéressent énormément. On a parlé un petit peu tout à l'heure, justement, savoir quels étaient les préjugés idéologiques qu'on pouvait avoir et qui pouvaient créer des résistances. On en a parlé en off. Voilà, mais c'est... non, il me semble qu'on en a parlé un petit peu pendant sur l'avenir de l'Europe. Ça existe véritablement. Et donc, moi, ça me passionne de savoir, parce qu'au fond, c'est connaître toi-même, hein, c'est savoir se connaître soi-même, c'est également savoir dans quelle mesure est-ce que je pense, pourquoi je pense que je pense, les systèmes d'inférence, tout ça. Donc, il y a plein d'auteurs qui me passionnent. Et ce qui est exceptionnel dans Julian Jaynes, notamment, c'est la façon dont il explique comment est-ce que ça a pu apparaître comme organisation du cerveau. C'est-à-dire qu'en fait, tout simplement, d'après Julian Jaynes, l'idée c'est que les gens n'étaient pas conscients dans le sens où ils ne savaient pas qu'ils savaient. C'est le sapiens, c'est ça. C'est est-ce que je sais que je sais. Et pour lui, jusqu'à donc assez récemment dans l'histoire, parce que ce serait il y a 3000 ou plus de 3000 ans, c'est-à-dire après que les Égyptiens aient fait les pyramides, donc de manière assez récente, les gens ne savaient pas qu'ils savaient. C'est-à-dire que la plupart des choses qu'ils décidaient, ils les décidaient en ayant le sentiment que cela leur était dicté effectivement par une divinité, et notamment par une voix intérieure qui leur disait les choses, sans savoir que cette voix intérieure c'était la leur, parce que ce qui vous caractérise, hein, si vous nous écoutez, vous devez... Alors je sais qu'il y a entre 30 et 50% des gens qui n'ont pas de dialogue intérieur. Alors ça c'est des trucs qui se disent, mais je pense que cette stade vient surtout du fait que les gens comprennent pas vraiment ce qu'on veut dire par voix intérieure. C'est la prévention que j'ai par rapport à cette affirmation, c'est que je suis pas sûr que les gens, parce que c'est une question qu'on me pose nécessairement de l'extérieur. On leur demande est-ce que vous avez une voix intérieure, les gens disent non, je suis pas fou. Voilà. Bon, en réalité, on s'aperçoit que la plupart des gens, enfin beaucoup de gens ont un monologue intérieur, c'est-à-dire que quand ils réfléchissent, ils se parlent dans leur tête. Il y a des gens aujourd'hui qui entendent des voix et qui ne sont pas fous. Et d'ailleurs, dans je sais plus comment ça s'appelle, la Bible des psychiatres, le truc, la classification, qui classifie les maladies mentales, on a sorti le fait d'entendre des voix des symptômes de la schizophrénie. C'est-à-dire que ce n'est plus considéré comme une folie. Parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait des gens, par des suites de traumatisme ou n'importe quoi, qui entendent une voix et qu'en fait c'est un problème pour essayer de câblage dans le cerveau. C'est-à-dire que le cerveau ne reconnaît pas certains signaux qu'il émet lui-même comme venant de lui-même. Et donc dans ce cas-là, il interprète ça parce que... Déjà, de manière très simple, on s'est rendu compte que la voix qu'on entend dans notre tête parfois quand on se parle à nous-mêmes
on a vu avec des études sur le cerveau que ça activait des zones auditives. Voilà. Et alors le truc justement, c'est que notre cerveau passe son temps à reconstituer la réalité. On ne voit pas. Il y a plein d'images sur Internet sur drôles qui sont énervantes parce qu'on s'aperçoit que la canette de Coca est rouge. On la voit rouge, mais on sait qu'il n'y a pas de rouge sur l'image. Bon, c'est tout comme ça. C'est pareil pour le cerveau, c'est-à-dire que le cerveau passe son temps à interpréter d'où viennent les signaux. Et donc, si le cerveau interprète un signal qu'il émet lui-même vocal comme étant auditif, alors on a l'impression de l'entendre. Et pas alors que moi, quand vous parlez, je pense que vous savez très bien que vous ne l'entendez pas. Vous l'entendez dans votre tête, mais vous savez la différence. Votre cerveau fait la différence, en fait. C'est ça, entre ce qui vient de lui-même, c'est-à-dire la voix intérieure, et la voix extérieure. Et donc, l'idée de Julian Jaynes, c'est que ça, c'est culturel. C'est-à-dire que c'est qu'on a appris, l'être humain a appris à comprendre et à câbler son cerveau pour comprendre que quand son cerveau pense, ça vient de l'intérieur. C'est le cerveau qui pense lui-même. Et donc, l'idée de l'esprit bicaméral, c'est que pendant très longtemps, en fait, les êtres humains ne savaient pas culturellement, c'est plutôt ça en fait. C'est pas vraiment que, c'est que les outils qui aujourd'hui font la conscience, en fait, pour lui, le basculement de la conscience, c'est simplement le fait de comprendre que la voix dans ma tête, c'est ma voix. Et c'est véritablement un basculement parce que ce qui est extrêmement intéressant là-dedans, c'est que si vous réfléchissez à ça, ça veut dire que il n'y a pas eu une espèce de mutation qui a fait que du jour au lendemain, on a eu la conscience. Ça veut dire que la conscience est un acquis culturel. Et ça veut dire que quand un enfant né aujourd'hui, il n'a pas plus la conscience que ses ancêtres il y a 4000 ans. Mais c'est que c'est le bain social dans lequel il est qui va lui apprendre que la voix qu'il a dans la tête vient de lui. Parce que c'est ce que tout le monde dit. Oui, là, personne n'entend de voix. Bien sûr. C'est une thèse qui est vraiment très choquante la première fois qu'on l'entend. Parce qu'on a tendance justement à considérer que le propre de l'humanité, c'est la conscience. Et dans le livre, d'ailleurs, dans un premier temps, il essaye d'expliquer ce que n'est pas la conscience. Donc, il essaye de montrer toutes les choses qu'on ne fait pas de manière consciente. Et dedans, il arrive à dire qu'on ne lit pas de manière consciente. Parfois, on ne pense pas de manière consciente. C'est-à-dire qu'on a un raisonnement qui est vraiment... il prend cet exemple très simple en disant quand on réfléchit à un problème de mathématiques, parfois, on n'a pas la solution en travaillant dessus. On le laisse un petit peu... attendre dans notre tête, on fait autre chose, on marche dans la rue, on prend le bus, et au retour, eh bien, on a la solution. Et il prend l'exemple d'Henri Poincaré, qui était très connu pour ses intuitions mathématiques. En fait, c'est le cas. Le truc, c'est que les intuitions, maintenant, on sait ce que c'est. C'est les bouquins de Pascal Boyer qui sont très intéressants là-dessus, et L'homme créa les dieux, notamment, où il en parle. C'est ce qu'on appelle les systèmes d'inférence. C'est-à-dire que les systèmes d'inférence, c'est la façon dont le cerveau réfléchit tout seul selon des algorithmes des schémas, en fait, voilà. Et c'est les systèmes d'inférence qui font que quand vous voyez un crocodile, vous savez que c'est un crocodile tout de suite. Ce qu'on a dit dans le précédent entretien sur la façon de réfléchir des LLM, c'est qu'eux, ils n'ont pas ça. Ils n'ont pas les systèmes d'inférence. Alors on essaie de les mimer pour faire de l'IA, mais c'est très compliqué. C'est extrêmement important, les systèmes d'inférence. C'est ce qui permet de se comprendre. Ce qui manque aux autistes, c'est certains systèmes d'inférence. Par exemple, un système d'inférence qui permet d'identifier les intentions de son... Par exemple, s'il y a un paquet de cookies là devant, si tu regardes le paquet de cookies, je vais en déduire que c'est parce que probablement tu veux manger un cookie. L'autiste sera incapable de savoir que tu veux manger un cookie. Il saura juste que tu regardes le paquet de cookies. Parce qu'il lui manque un système d'inférence interprétatif. Trouver l'intention de... Voilà, c'est comme ça que j'ai compris ce que c'était le handicap, c'est qu'il manque certains systèmes d'inférence, donc ça empêche d'interpréter certaines choses, voilà, et de modéliser le cerveau de l'autre. Et donc effectivement, ce qu'explique Jaynes, en fait, c'est pas du tout que les gens étaient idiots ou qu'on comprenaient rien, mais c'était une manière de câbler le cerveau et surtout une manière culturelle de comprendre le monde, et qui a probablement... Et en fait, ce qui est très intéressant dans ce qu'il explique, c'est que donc ça a été un acquis progressif culturel. Je pense qu'on peut aller peut-être même encore plus loin que certains points chez lui. Par exemple, il faut bien se rendre compte que les Romains lisaient à haute voix. La lecture dans la tête est quelque chose qui est extrêmement récent, là aussi. Ça doit dater à peu près du Moyen-Âge. Les Romains lisaient à haute voix. Pourquoi ? Parce que, comme ils avaient peu d'espace, ils écrivaient tout absolument attaché, et qu'en fait, si vous lisez sur un monument romain, c'est totalement illisible, donc vous êtes obligé de le lire à haute voix si vous voulez le traduire. Et même encore, souvent, si vous écrivez une phrase en français, mais avec tous les mots attachés, vous n'arriverez souvent pas à le lire si vous ne le lisez pas à haute voix. Et donc le fait, je pense que, alors c'est un truc dont parle peu Julian Jaynes, mais je pense que ça a joué, c'est que la lecture, la pratique de la lecture a énormément conduit à l'intériorisation de la voix et au fait de comprendre. Parce que quand vous lisez, vous entendez votre voix dans votre tête, vous savez que c'est votre voix dans votre tête. Et donc quand vous pensez sans lire à quelque chose dans votre tête, vous comprenez aussi que vous avez cette voix intérieure. Il fait beaucoup de passages sur le lien entre langage et conscience, voilà. Vis-à-vis de ça. Voilà. Et il explique que les premiers humains n'avaient sans doute pas de langage au sens où on l'entend. Et très honnêtement, c'est très intéressant parce que ça s'étend à un certain nombre d'autres problèmes. Par exemple, le problème des amis imaginaires qui existent chez les enfants. La plupart des enfants ont un ami imaginaire, même quand on s'en souvient pas. À l'âge adulte, si vous avez encore un ami imaginaire
imaginaire à 14-15 ans, c'est problématique. Mais la plupart des enfants en ont avant 7 ans. Parce que, en fait, c'est le moment où la conscience apparaît et où le cerveau commence à diviser la pensée. Il faut bien comprendre ça. Moi, un truc qui m'a extrêmement choqué, c'est un jour, ma fille, elle devait avoir 3 ans, avait été... c'est quand elle commençait elle commençait à parler bien, et elle avait été grondée pour une raison absurde, et je l'avais trouvée, elle s'était couchée sous la table, et elle était en train de parler à quelqu'un, et je vais voir, et en fait elle tenait son doudou en face d'elle, et elle lui parlait, et elle faisait les réponses en même temps, tout vocalisé. Et ce que j'ai trouvé extrêmement intéressant, c'est que Julian Jaynes explique que c'est probablement et sans faire le lien avec les enfants, hein, mais il explique que c'est probablement le rapport qu'avaient les anciens, justement, il y a plus de 3000 ans, avec des idoles. C'est-à-dire qu'elles se construisaient des idoles, notamment avec des gros yeux, puisque ça avait sans doute un effet de communication, et sans doute parler, et du coup, interpréter les voix qu'elles entendaient dans leur tête, qui leur disaient quoi faire, comme étant celle de l'idole, alors que c'était leur cerveau qui travaillait en système d'information. Et donc, ce que je trouve extrêmement intéressant, pour moi qui suis un obsédé de la conscience un petit peu, c'est que quelque part, le processus d'hominisation, de certaine manière, et continue. Il ne s'est pas arrêté il y a 50 000 ans avec Homo sapiens sapiens, et puis ça y est, qui réfléchit comme nous, etc. Non, ça continue. Et donc j'aime bien ça, j'ai envie de dire, j'ai presque un slogan, hominisation, nous pouvons faire mieux. Je pense que le point de départ de ce livre pour moi, c'est que on peut continuer à aller plus loin dans la recherche de sa propre conscience. L'étape suivante, c'est à la mode, hein, parce que bon, les esthéticiens en parlent tout ça, c'est l'esprit critique, penser contre son cerveau, etc. Mais c'est effectivement aussi important. De faire une coupure vis-à-vis des systèmes d'inférence qu'on a, voilà, et de commencer à réfléchir de manière consciente. C'est ça, c'est-à-dire comprendre, se poser chaque fois la question, pourquoi je pense que je pense, éviter au maximum ce que j'appelle le pilotage automatique intellectuel. Mais je pense que le pilotage automatique intellectuel est très rassurant, et c'est ce qu'on retrouve souvent chez les gens qui ont des idéologies très précises. Oui. Je pense aux marxistes du net, quoi. Oui. Ils ont des cadres très précis, avec des mots très précis, les bourgeois, les prolétaires, et en fonction de toutes les situations, on a l'impression que c'est comme si leur schéma se mettait en route, la machinerie se met en route, et tout de suite ils arrivent à retracer une ligne. Et ça, c'est finalement une manière de penser qui est absolument pas consciente, qui est littéralement un schéma appris. Tout à fait. Et alors, je pense que le meilleur moyen, le moyen en fait qu'on trouve en général de mieux se comprendre, c'est toujours d'élargir l'horizon, de mieux comprendre. Une des grandes forces qui a fait aussi la puissance de l'Europe et la richesse intellectuelle de l'Europe à partir du XVIe siècle, c'est que tout d'un coup on a compris que le monde était beaucoup et plus vite que les autres. On a compris à quel point le monde était plus grand que ce qu'on pensait. C'est-à-dire qu'on a découvert le nouveau monde, on a découvert que l'univers était beaucoup plus grand que ce qu'on croyait. On a encore découvert au XXe siècle à quel point il était encore beaucoup plus grand que ce qu'on avait cru jusqu'au XVIIIe, XIXe siècle. Et moi, j'essaie de faire la même chose au plan politique, au plan historique. J'essaie avec le travail que je fais justement sur les modèles, ce qu'on disait dans les précédents entretiens, le fait que de comprendre que pour une bonne partie l'histoire de France est similaire à ce qu'on voit chez les voisins, c'est quelque chose qu'on n'est pas habitué à faire, parce qu'en général la plupart de mes compatriotes connaissent l'histoire de France à peu près pas trop mal s'ils ont suivi à l'école. De moins en moins bien. Mais l'histoire nationale, non. Ils connaissent ensuite la façon dont on a été en contact avec tel pays à tel moment, mais ils se rendent pas compte que tel pays a suivi exactement la même trajectoire, éventuellement un peu décalée. Et donc si on comprend que c'est pareil pour tout le monde, ça permet aussi d'être un petit peu plus conscient à l'échelle supérieure, c'est-à-dire, j'ai envie de dire, à l'échelle collective, c'est-à-dire de comprendre qu'on a aussi, quelque part, des systèmes d'inférence collective. C'est aussi ce que j'essaie de faire avec le bouquin sur le clivage politique, comprendre pourquoi on pense qu'on pense, parce que, pour essayer d'être finalement aussi collectivement plus conscient. Alors, pour finir sur ce livre et pour conclure notre entretien, j'ai une question très simple. Est-ce que tu es convaincu par la thèse de Julian Jaynes ? Alors, j'en suis relativement convaincu, oui. Ça reste un champ scientifique, donc je pense que c'est controversé, je sais que c'est très étudié. Je ne cesse de me dire que le jour où j'ai un peu plus de temps, je passerai du temps sur le site de la Julian Jaynes Society, parce que ça existe aux États-Unis, parce qu'il y a encore des gens qui relaient cette thèse aujourd'hui. Il y a des choses sur les études neurologiques qui pointent dans ce sens-là. Je te disais ce qu'on a fait sur le fait qu'on a compris que les voix dans la tête n'étaient plus un symptôme de folie, mais que c'était notre problème de câblage, entre guillemets. Mais le fond de la thèse, j'en suis extrêmement convaincu. Alors c'est vrai qu'à la lecture, moi, je ne l'ai pas encore terminé, mais au tout début, il essaie d'expliquer ce que n'est pas la conscience. Il essaie d'expliquer beaucoup de choses, et c'est vrai qu'au bout du chapitre 3 ou 4, il dit, ou même dès le chapitre 2, je ne sais plus, si vous n'êtes pas convaincu, intimement convaincu parce que vous avez lu avant, cessez la lecture, vous allez vous emmerder, quoi. Et c'est vrai que moi, à la fin de ce chapitre, je me suis dit,
fluide parce que j'étais pas du tout convaincu Ouais. à ce moment-là et j'ai eu un peu de mal. Mais en tout cas, je conseille quand même la lecture qui est. Alors, de toute façon, moi, je conseille ce livre. livre, voilà, parce que c'est un des livres les plus intelligents que j'ai lus. Oui. Donc, au-delà de la question qu'il soit juste ou faux, il mérite d'être lu pour ça. Et d'ailleurs, je vous conseille aussi de le lire à haute voix. Bon, merci beaucoup de nous avoir suivis. C'est la fin de notre entretien avec Philippe Fabry. Peut-être à une prochaine fois, donc, si on veut observer les suites de l'histoire. Je vous invite à le suivre sur ses réseaux personnels. T'as un Twitter, c'est ça? Tu as Oui, autre chose? Historionome et ma chaîne YouTube, La chaîne Philippe YouTube, Fabry. où il y a des lives très réguliers. Et vous pouvez vous procurer ces livres sur Amazon. Il y en a un certain nombre. Et quant à moi, vous pouvez me retrouver évidemment sur mes réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Twitter et évidemment sur YouTube. À très bientôt pour un prochain entretien.